Bonjour, je m'appelle Alexandra Lepeshkina, je suis infirmière clinicienne en immunoallergie au CHUL à Québec et je travaille auprès des patients atteints d'angioedème héréditaire. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter sur la médication injectable à domicile par le patient atteint d'angioedème héréditaire et aussi clarifier quelques procédures ou techniques de préparation et d'injection des médicaments par le patient, donc par une personne qui n'est pas un professionnel de la santé, mais qui n'a pas le choix d'y devenir en quelque sorte. J'ai été aussi questionnée à plusieurs reprises sur la différence entre administration des médicaments en temps normal et dans une situation de crise. Et aussi, j'ai eu certaines demandes afin d'avoir quelques trucs, quelques astuces pour plus facilement administrer les médicaments intraveineux. Donc, toutes ces réponses, vous allez pouvoir y retrouver dans la présentation d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, en fait, sûrement la plupart d'entre vous ont pu constater que l'injection des médicaments à domicile par le patient lui-même, alors cette possibilité permet à ressentir une meilleure, en fait, avoir une meilleure autonomie pour le patient. Ça permet aussi d'avoir une meilleure gestion de la maladie et évidemment, tout ça entraîne une meilleure qualité de vie. Donc, en fait, lorsque le patient s'auto-traite de façon indépendante des soins hospitaliers, il développe par défaut les techniques beaucoup plus rapides et plus efficaces, et ce qui fait que la maîtrise des crises d'angioedème héréditaire est aussi meilleure. Donc, le patient, il prévoit, il priorise la planification de traitement dans sa vie au quotidien, sans être dépendant des horaires hospitaliers et du personnel soignant. Il développe une automaîtrise de sa maladie. Par exemple, il est capable de détecter de façon précoce l'apparition des moindres signes et symptômes de sa crise d'angioedème. Alors, il entreprend rapidement les manœuvres de traitement et ce qui fait que la perception de la prise en charge de sa maladie est meilleure. Donc, il y a une meilleure confiance en soi qui se développe. Ceci incite à une amélioration continue dans le parcours de sa maladie. Évidemment aussi que pour avoir cette meilleure autonomie, meilleure gestion de la maladie et donc la meilleure qualité de vie, ben, ça prend aussi une bonne gestion de traitement. Alors, gestion de traitement, ben, ce qui veut dire qu'il faut pour que le traitement doit être donné d'une bonne façon et au bon moment. Alors, pour cela, c'est la technique d'utilisation qui doit être appropriée. Donc, la technique, ça s'apprend au début, mais ensuite, elle doit être améliorée. Donc, elle doit être révisée, puis adaptée tout au long de notre vie. Alors, en fait, pour commencer, là, juste faire un petit résumé sur la médication actuelle qui existe pour la maladie d'angioedème héréditaire. Alors, c'est seulement la médication injectable. Donc, en fait, il y a deux volets. Alors, les traitements qui sont utilisés en prévention des crises, donc c'est des traitements, on dit donnés en prophylaxie. Alors, sur une base régulière. Donc, la fréquence des injections pour chacune personne est très variable. Et actuellement, sur le marché québécois, en fait, il y a deux médicaments qui sont disponibles. C'est Aegarda. Peut-être certains d'entre vous déjà ont entendu parler ou il y en a d'autres qui déjà ont commencé à administrer. Donc, c'est un produit dérivé des plasmas sanguins. C'est un concentré en protéines C1 inhibiteur et ça se donne seulement par la voie sous-cutanée 2 fois par semaine. Ensuite, c'est Berinert, donc un autre dérivé des produits sanguins. Également, c'est un concentré de C1 inhibiteur et ça se donne par la voie intraveineuse. Finalement, il y a aussi un troisième point, c'est un médicament qui s'appelle Takhzyro. Alors, tout nouveau, qui est déjà approuvé par Santé Canada, mais encore dans la voie d'adoption ici par ministère de Santé québécois. Alors, c'est un médicament qui très prochainement va arriver et ça va se donner seulement par la voie sous-cutanée. Et finalement, donc, deuxième volet, bah, c'est des traitements qui vont être utilisés pour traiter la crise aiguë. Alors, la crise va apparaître et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser cette médication. Donc, il y en a deux médicaments, Firazyr, qui se donne par la voie sous-cutanée et encore une fois, Berinert, donc le même Berinert qui est utilisé en prophylaxie, mais pour traiter les crises aiguës, il va se donner seulement par la voie intraveineuse. Ben, en fait, la voie infestée.
Alors ici, j'aimerais tout simplement vous montrer visuellement en fait les deux voies d'injection, alors intraveineuse et sous-cutanée. Donc on voit bien qu'intraveineuse, c'est vraiment il faut atteindre une veine afin d'atteindre la circulation sanguine pour que la médication soit distribuée rapidement ce qui fait qu'en sorte que l'action, en fait, et l'effet de médication va être plus efficace. Tandis que la voie d'injection sous-cutanée, ben, elle est beaucoup plus facile à atteindre puisque la couche sous-cutanée, on en a partout sur notre peau, sur notre corps, au-dessous de la peau. Et alors, il n'y a pas vraiment de défi là-dessus. Il suffit juste de bien, en fait, insérer l'aiguille et on n'a aucun obstacle avec cette voie d'injection. Alors, par contre, ce qui est important aussi à déterminer avec la gestion de la médication, c'est pas juste la technique d'injection, mais la période aussi d'administration. Donc, pour une meilleure réussite de notre gestion des crises, il est très important de déterminer que les moments peuvent être en fait imprévisibles. Et chez les patients avec des crises d'angioedème héréditaire, malheureusement, ces moments d'imprévisibilité sont très nombreuses. Donc, il est important pour que le patient ait en possession avec lui la médication en tout moment et soit capable aussi de l'injecter dans n'importe quelle circonstance. Alors, la médication, la disponibilité de la médication, c'est quelque chose qui est facile de planifier. Par contre, exécuter l'étape de l'administration parfois est plus complexe, surtout quand c'est le cas pour la voie intraveineuse. Ben, pourquoi? Vous savez sûrement parce que en fait, trouver la veine parfois peut être difficile. On peut tout simplement ne pas la trouver. On peut la manquer, on peut la perforer et en plus, à travers tout ça, il faut y penser d'avoir une technique stérile puisqu'on manipule avec la circulation sanguine. Alors, tout au long des années, les patients ils développent leurs trucs pour réussir rapidement à installer l'aiguille. Alors, chacun d'entre vous, je suis certaine aussi, vous avez déjà identifié une veine de secours ou une veine qui va moins bien toujours. Alors, la plupart d'entre vous, je suis certaine, qui sont capables de préparer la médication avec les yeux fermés, mais l'étape d'insertion, donc d'installation de l'aiguille papillon est un peu plus touché, un peu plus avec des défis pour encore tous les experts comme vous. Donc, il y en a qui vont simplifier les étapes aussi d'administration des médicaments au plus court et ils vont respecter très peu ou presque pas la notion des propretés. Et il y en a aussi d'autres patients qui, au contraire, vont veiller de façon excessive et minutieuse sur la gestion de leur médication, ce qui fait en sorte que les bienfaits, en fait, de cette possibilité d'administrer les médicaments chez lui à domicile et gérer avoir cette autonomie de la gestion, ben, ils seront perdus, ces bienfaits, puisque la personne va préférer à éviter, à s'abstenir un peu à participer aux activités extérieures avec des amis, avec les collègues de travail, avec même la famille. Le patient va minimiser au maximum en fait les risques de provoquer les crises d'angioédème héréditaire et aussi les risques d'administrer la médication à l'extérieur de chez lui. Et malheureusement, en fait, ceci alourdit en fait toute la vie et toute la gestion de la maladie du patient. Donc, il faut pour que ça soit amélioré et cette charge, en fait, doit être au contraire renversée et comprise comme un avantage, cette possibilité de pouvoir s'auto-administrer le médicament à domicile ou en tout temps dans votre vie. Il faut pouvoir s'adapter et en fait supprimer ces craintes en fait par rapport à l'administration du médicament à l'extérieur. Alors, c'est pour ça qu'on va revoir avec vous, en fait, les étapes essentielles d'injection des médicaments par la voie intraveineuse et par la voie sous-cutanée. Donc, on va commencer par le premier, alors injection des médicaments par la voie intraveineuse. Donc, comme avec n'importe quelle médication, il est toujours essentiel de commencer par un lavage des mains.
Alors, sur une surface propre, il faut rassembler le matériel nécessaire pour l'injection de médicaments. Lorsqu'on parle de la surface propre, ça peut être n'importe quelle surface nettoyée. Alors, à la maison, souvent, ce qui est utilisé, un coin de la table, au bureau de travail, également aussi un coin de la table. Lorsqu'on travaille quelque part à l'extérieur où est-ce qu'on n'a pas de table, ben, ça peut être utilisé tout simplement. En fait, les compagnies ou les cliniques où est-ce qu'on vous enseigne à s'auto-injecter la médication, on distribue actuellement les pochettes avec des petites napperons où c'est le matériel qui est aussi livré chez vous à domicile avec les compagnies de support en matériel. Donc, c'est ça, avoir une surface propre, c'est vraiment pas un problème. Donc, la prochaine étape, c'est qu'il faut inspecter et vérifier le médicament. Donc, le médicament, quand même, vous devriez avoir une fraction de seconde pour pouvoir vérifier que c'est la bonne médication, premièrement, que la médication est encore bonne à être utilisée. Donc, la date d'expiration n'est pas expirée, il n'y a pas de particules et que c'est pas endommagé. Alors, la reconstitution du médicament doit ensuite s'enchaîner avec l'assemblage du matériel d'injection, donc tout dépendamment de qu'est-ce que vous avez comme traitement. Et ensuite, pour l'injection intraveineuse, ben, on doit encore procéder au lavage des mains. Alors maintenant, avec les stérigels qui sont disponibles partout et dans n'importe quel moment, là, en grande disponibilité. Alors, le lavage des mains est facile à prévoir. Alors, après ça, il faut préparer notre veine. Donc, en fait, on doit placer le garrot au-dessus du site d'injection choisi. En fait, on doit visuellement voir la veine qui va être bombée. Donc, parfois, il y a certains trucs pour encore mieux ressortir la veine. Alors, c'est surtout la chaleur qui va pouvoir dilater les veines et donc, ils vont être plus facilement visibles. Donc, on peut réchauffer le bras au besoin avant de mettre le garrot. Par contre, parfois, juste le fait de suspendre le bras par en bas pour quelques secondes va aussi pouvoir dilater mieux nos veines. Aussi certains exercices avec la main, donc quelques exercices physiques répétitifs va permettre aussi d'améliorer la visibilité de la veine. Ensuite, on procède à la désinfection de la peau au niveau du site d'injection. On installe l'aiguille avec les ailettes dans la veine et on s'assure qu'il y a un retour veineux. Donc, si on n'a pas de retour veineux, c'est louche, on n'est pas dans une circulation sanguine et alors on ne pourrait pas administrer le médicament. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a un retour veineux. Dès qu'on a le retour veineux, ben, on administre le médicament. Donc, si on n'en a pas, c'est malheureux, mais il faut recommencer tout dès le début. Donc, on retire l'aiguille, puis on choisit une nouvelle aiguille et on installe sur un nouveau site d'injection qui doit être meilleur cette fois-ci. Déposer l'aiguille par la suite dans un contenant pour objet pointu et à la fin, il faut couvrir le point d'injection avec un petit pincement. Ici, une petite parenthèse, en fait, j'ai sorti quelques études qui vont pouvoir un peu détraumatiser les aspects de contamination, si on peut dire ça, ou des risques des infections suite aux injections intraveineuses. Alors, en fait, les principales complications des injections, des injections intraveineuses sont plus d'ordre mécanique, donc qui se produisent pendant l'insertion du cathéter. Alors, par exemple, lorsqu'on fait justement une ponction d'un vaisseau sanguin, on se trompe. Ensuite, lorsqu'il y a une installation de la pointe d'aiguille, ou plus tard, quand on a, au cours de notre administration de médicaments, ben, il peut y arriver une occlusion. Il peut y avoir une fuite du liquide ou en fait, dans les études, c'était marqué aussi thrombose, mais ça, c'est thromboses qui sont associées vraiment chez les patients qui ont des cathéters veineux centraux. Donc, ce qui est très rare dans la clientèle avec un angioédème héréditaire. Par contre, il y en a certains qui ont. La technique d'ouverture de cathéters veineux centraux n'est pas du tout expliquée dans la présentation d'aujourd'hui. C'est une technique complètement à part et l'apprentissage qui est beaucoup plus complexe.
Les complications d'ordre infectieux, c'est bel et bien des cris qui sont beaucoup moins courantes chez les patients qui gèrent leur médication à domicile. Alors, il y a quelques chiffres qui nous montrent que 0,83 cas pour 1000 cathéters. Et ici, je précise, c'est des cathéters, donc ce sont des aiguilles qui sont installées pendant 3 à 4 jours. Alors, dans notre cas, en tout cas, la clientèle que nous, on enseigne, c'est des aiguilles qui sont installées de façon seulement le temps d'administrer les médicaments, ensuite sont retirés. Donc, ils durent même pas quelques heures, c'est vraiment juste le temps d'administration des médicaments. Euh, c'est ça. Ce que ça dit, le chiffre, c'est que 0,83 cas pour 1000 cathéters sont des complications d'ordre mécanique et 0,19 cas pour 1000 cathéters ont eu des infections au foyer d'installation du cathéter. Et encore une fois, cathéter, c'est qui va durer pendant 3 à 4 jours. Tandis que l'aiguille, si on le retire immédiatement, ben, les risques sont encore moins nombreux par rapport à ces chiffres. Donc, il est bien démontré que les patients avec le traitement intraveineux à domicile, ils présentaient un taux d'infection plus faible. Et il y avait une phrase qui était ajoutée, c'est que la survie du cathéter était plus prolongée que chez ceux qui sont à l'hôpital. Alors, il y a quand même des résultats avec qui parlent beaucoup. Donc, nos patients sont fiables et les risques, c'est ça, des contaminations sont très rares, voire minimes. Je ne sais pas, dans vos cas, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y avait un site d'injection qui s'est inflammé? Je crois que c'est rare. En tout cas, aucun de nos patients nous a jamais alerté ni avisé à ce sujet. Alors, si on poursuit avec l'injection par la voie sous-cutanée, donc encore une fois, voici les étapes essentielles. Alors, évidemment, on commence par lavage des mains. On prépare toujours notre surface de travail propre, où est-ce qu'on rassemble le matériel nécessaire pour l'injection du médicament. Donc, l'inspection des médicaments doit avoir lieu et reconstitution avec l'assemblage du matériel qui va s'enchaîner. Désinfection de la peau, très importante aussi à faire. Et ensuite, on installe l'aiguille à ailette dans le repli de peau. Donc ici, cette étape est très caractéristique de l'injection sous-cutanée parce que le repli permet vraiment de s'assurer que la médication va être donnée dans le gras et non, il ne va pas atteindre le tissu musculaire, donc pas dans le muscle. C'est facile pour des personnes qui ont des couches sous-cutanées en fait suffisantes, mais pour des personnes minces, c'est ça les risques que l'injection intramusculaire sont plus élevés d'avoir. Une fois le médicament est administré, on va pouvoir disposer l'aiguille dans un contenant pour objet pointu. Là, j'aimerais faire un petit bémol pour le contenant. En fait, il n'est pas obligatoirement à avoir en tout temps avec vous un contenant de biorisque qui est fourni par la compagnie du matériel. Souvent, c'est des petites boîtes jaunes comme ça. En fait, il y a une boîte plastique pour les linges ou boîte de margarine ou toutes sortes, en fait, des boîtes plastiques qui sont disponibles dans l'épicerie avec l'alimentation sont autant efficaces et sécuritaires. Donc, essentiel que l'aiguille ne puisse pas perforer la surface afin de ne pas s'auto-piquer ou contaminer quelqu'un. C'est surtout ça le but. Puis ensuite, lorsque vous serez donc chez vous à la maison, vous allez pouvoir disposer de façon plus sécuritaire. Alors, couvrir à la fin aussi le point d'injection d'un pansement. J'aimerais faire une petite parenthèse, en fait, sur les situations de crise. Alors, on m'a posé plusieurs reprises les questions, qu'est-ce qu'on fait dans une situation de crise, dans un environnement vraiment inconnu pour nous, là, puis est-ce qu'il y a des possibilités d'abréger certaines des étapes, complètement les éviter dans la technique d'injection intraveineuse ou sous-cutanée? Et vous savez, j'essaie de faire souvent la comparaison en fait avec l'injection de EpiPen. Alors, vous connaissez l'EpiPen, c'est un auto-injecteur d'épinéphrine pour traiter les crises d'anaphylaxie.
C'est sûr que c'est une médication qui est utilisée par la voie intramusculaire, donc c'est une voie qui est facile d'accès et ça nécessite pas une recherche minutieuse de muscles au niveau de la cuisse. Ça se fait aussi simplement qu'une injection sous-cutanée. Par contre, ce qui est ici particulier, c'est qu'aucun professionnel de la santé n'enseigne jamais à aucun des patients de désinfecter la peau, en fait, avant d'effectuer une injection d'épinéphrine. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est une situation d'urgence où est-ce que l'injection doit se faire rapidement, alors la désinfection peut ne pas avoir lieu. Donc, même l'injection peut se faire à travers des vêtements dans n'importe quelle condition d'environnement. Donc, c'est sûr que le volume aussi d'injection est très petit, c'est maximum 0,5 millilitres, ce qui est très peu comparativement à la médication qui doit être donnée pour traiter les crises d'angioédème héréditaire. Mais c'est pas grave, en fait, le principe est le même. Ensuite, c'est ça, l'épipène peut être même utilisé aussi même lorsqu'il est périmé. Alors, dans une situation de crise, on prend toutes les chances qu'on en a. Et c'est ça, le patient, après l'injection, doit se diriger à l'urgence. Alors, si on fait parallèle un peu à la médication pour les crises d'angioédème héréditaire qui est utilisée, ben, c'est sûr qu'il faut agir avec le bon sens aussi. Il faut agir avec tous les moyens qu'on a en notre possession au moment précis, selon les circonstances. Donc, si jamais on ne retrouve pas dans notre pochette aucun de tampons d'alcool pour injecter le Firazyr ou Berinert intraveineux, ben, ce n'est pas grave. Si on n'a plus de lingettes désinfectantes, si on n'a plus de lingettes avec lesquelles on peut laver les mains, si on n'a plus de stérigel, ben, ce n'est pas grave. Vous avez une crise laryngée qui s'installe, vous avez un odème qui touche les voies respiratoires, c'est mieux donner votre médicament avec les moyens que vous avez que ne pas donner rien du tout ou tarder et provoquer encore plus de problèmes et d'autant plus que le centre hospitalier ou l'urgence se retrouve très, très loin de chez vous. Donc, c'est ça, il faut aller avec le bon jugement. C'est sûr qu'il ne faut pas pour que ce genre de situation devienne répétitif. Donc, il faut prévoir votre trousse de secours. Alors, la pochette doit être réévaluée, révisée à tous les fois, à tous les jours, si vous voulez, en fonction de la fréquence d'injection de votre médication régulière. C'est ça, mettre un peu plus de tampons d'alcool et avoir une bouteille remplie de stérigel, un petit paquet de peut-être de lingettes humides, désinfectantes aussi. Aussi, une petite recommandation intéressante de la part de l'OMS, alors Organisation mondiale de santé, où est-ce que aussi nous spécifie que oui, les injections intraveineuses en temps normal doivent être en fait lorsqu'on installe un cathéter ou une aiguille dans la veine, ben, la désinfection de la peau doit être faite avec un tampon d'alcool, donc quelque chose qui est plus fort au niveau de la destruction de la pathogène sur la peau, tandis que les injections sous-cutanées peuvent être nettoyées tout simplement avec du savon. Alors, parce que c'est ça, lorsque il y a une voie sous-cutanée pour l'injection, ben, on considère qu'il y a une petite couche de barrière protectrice supplémentaire avant que le pathogène puisse traverser en fait la peau puis faire une infection. Donc, ça aussi, peut-être y considérer. Tenir compte de ça. Et pour finaliser, j'aime bien vous présenter ces images des patients qui se donnent la médication chez eux à la maison. Alors, chacun a adopté sa moyen, chacun a sa façon de faire. J'aime bien monsieur aussi qui a sorti tout simplement une feuille de monographie de médicaments qui se retrouvent dans la boîte, dans la boîte de sa médication. Donc, pour lui, c'était sa surface de travail. Le garçon aussi, l'enfant en bas, il a tout simplement pris une feuille d'essuie-tout sur laquelle il a rassemblé tout son matériel puis a préparé la médication. Donc, c'est ça, vous innovez, il faut être créatif dans la vie, il faut pas se créer des obstacles. Il faut profiter de cette possibilité d'avoir autogéré ou avoir les moyens à s'injecter la médication chez vous à la maison au lieu de venir à chaque fois à l'hôpital
et profiter pleinement de la vie. Donc, c'est ça. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais laisser ma présentation. Merci.